Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au nom de l'Institut national d'histoire de l'art pour ouvrir la résidence à l'Institut du collectif Casoar, au nom rocambolesque, comme ils vous l'expliqueront sans doute, pour un projet intitulé « Collecter les mémoires, art, archéologie et anthropologie de l'Océanie » qui va se déployer ici jusqu'à la fin du mois de juin. Alors cette résidence s'inscrit dans un dispositif qui est nommé INHA Lab pour soutenir et donner de la visibilité à des initiatives de collectifs de jeunes chercheurs en mettant à leur disposition pendant 4 mois un lieu, la salle Roberto Longhi que vous avez peut-être vu au rez-de-chaussée, elle donne sur la rotonde, ainsi qu'un petit soutien financier. Alors donner de la visibilité est, me semble-t-il, particulièrement important quand on travaille sur des régions du monde comme l'Océanie, sur lesquelles les recherches, bien que riches, restent encore trop souvent méconnues. Alors certes, peut-être du grand public, mais tout autant d'un public de spécialistes, aussi bien de chercheurs et de professionnels des mondes du musée. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'un projet sur l'Océanie a lieu ici à l'INHA, et je m'en réjouis. Alors je m'en réjouis du monde des africanistes auxquels j'appartiens pour ma part. Vous direz sans doute encore l'Afrique et l'Océanie ensemble. Quand est-ce que nous allons nous défaire de cette association? Alors aujourd'hui, je vais m'en réjouir, même si je l'ai beaucoup critiqué, parce que ça me permet aussi, j'allais dire, d'avoir l'impression d'être inclus dans l'histoire que vont nous raconter les membres de Casoar, puisque j'ai, comme la plupart d'entre eux, suivi les cours à l'école du Louvre, Afrique et Océanie, puisque j'appartiens à une génération où Afrique et Océanie étaient traitées ensemble, ce qui m'a donné l'occasion de suivre les cours de beaucoup de personnes très différentes, Jean Guillard, Roger Boulet, un petit peu Philippe Pelletier, et d'être allé aussi avec Roger Boulet au musée de Bâle, où nous avions rencontré Christian Kaufmann. Donc je me réjouis de cette histoire ici. Et à l'INHA, ça fait aussi écho à une cartographie des collections que nous avons mise en ligne en septembre, qui était pensée comme une cartographie des collections d'objets africains, auquel nous avons finalement associé l'Océanie, j'allais dire à mon grand désespoir au début, puisque je ne voulais absolument pas reproduire cette association, et il me semblait effectivement important de montrer qu'il s'agissait de deux histoires séparées. Mais nous l'avons fait par pragmatisme et pour donner plus de visibilité au travail qui avait été fait par Roger Boulet et qui existait encore dans les recoins du site du ministère de la Culture. C'était cette cartographie qui est en ligne, et c'est un projet surtout d'histoire des collections, mais qui a vocation aussi à donner les moyens de travailler vraiment sur l'histoire des sociétés, et c'est ça qui me semble aussi très important d'atteindre et qu'on oublie souvent en France quand on travaille sur ces collections, c'est qu'on s'intéresse à l'histoire des collections, c'est-à-dire souvent à l'histoire de la France et non pas à l'histoire des sociétés qui ont produit ces objets. Et je me réjouis donc que le sujet de cette résidence soit vraiment dédié aux cultures océaniennes. Donc, c'est ce à quoi vont s'employer pendant les mois qui viennent les membres de Casoar, des jeunes professionnels qui ont donc étudié l'histoire de l'art et l'anthropologie des cultures océaniennes et qui s'engagent aujourd'hui dans différentes voies professionnelles. Alors, ils ont proposé à l'INHA un très beau projet qui est celui d'interroger les pratiques de leurs anciens. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même des anciens de tous les âges, de différentes générations, mais en tout cas leurs prédécesseurs et leurs prédécesseuses dans les pratiques de différents métiers liés aussi bien à la recherche, au monde du marché de l'art ou au musée ou peut-être d'autres encore. C'est un projet qui me semble aussi très original, puisque à la différence des mélanges à la mémoire de tel ou tel professeur qui rassemble en général des textes sur les pratiques de ceux qui les écrivent, ils vont cette fois-ci écouter, alors peut-être encore une fois, mais cette fois-ci différemment,
des cours dans lesquels ils étaient étudiants. Ils vont écouter ces professeurs pour comprendre les contextes dans lesquels ils ont exercé et exercent encore leur métier. En leur rendant hommage, ils sont acteurs de ce passage de relais et je voudrais pour ma part les saluer pour cette initiative forte et généreuse qu'ils vont maintenant vous expliquer en détail. Merci beaucoup pour cette introduction très juste. Donc c'est à moi de vous saluer. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus pour cette première séance. Alors nous sommes effectivement quelques membres de l'association Casoar. Il y a ici Enzo qui va présenter la séance de ce soir. Garance, Marion Essoisic et moi-même, donc Camille. Donc c'est effectivement la première séance de notre résidence INH Lab, qui commence aujourd'hui et qui finira fin juin. Donc on est honoré de vous recevoir pour ce premier événement. Donc Casoar, puisqu'on en a parlé rapidement, c'est à l'origine un blog qui a été créé en 2017. C'est ensuite devenu une association un peu plus récemment. C'est un blog qui est dédié à l'histoire, aux arts, à l'actualité, à l'anthropologie de l'Océanie. Donc on est en résidence dans le cadre d'INH Lab depuis le 1er mars. On sera ici donc en salle Longhi jusqu'au 30 juin. On a organisé tout un programme que vous pouvez retrouver à l'entrée. Et donc on est ici pour un projet qui s'intitule « Collecter les mémoires, art, archéologie et anthropologie de l'Océanie ». Et donc, comme on l'a expliqué brièvement juste avant, c'est un projet qui a pour but de réunir la parole, les souvenirs de nos prédécesseurs et prédécesseuses dans les champs de recherche liés à l'Océanie, dans un ouvrage qui aura une visée historiographique et qui sera accompagné d'un appareil critique. Donc nous commençons cette résidence par une séance dédiée à la région du Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est pas anodin pour nous parce que beaucoup de Casoars ont commencé leur aventure en 2015 lors de l'exposition Sepik Art de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc une exposition dont nos 3 invités étaient les commissaires d'exposition. Et donc c'est là que nous avons commencé notre chemin dans l'Océanie, pour beaucoup d'entre nous, dans la spécialité Histoire des arts et anthropologie de l'Océanie à l'École du Louvre, dont les cours étaient menés, entre autres, par monsieur Philippe Pelletier, qui est avec nous ce soir, et à qui nous rendons donc un hommage particulier. Voilà, je vais laisser ensuite la parole à Enzo. Vas-y. Merci beaucoup. Donc on va commencer cette première séance qui va se dérouler autour de 2 films ethnographiques qu'on a choisis pour parler de la question de l'art dans le Sepik. Donc le premier film qui est réalisé par Christian Kaufmann portera sur les peintures Kwama, donc une population du Sepik, et sera suivi d'un deuxième film qui portera sur les Yatmoul, une autre population et un autre groupe linguistique de la région, qui portera sur une danse rituelle réalisée à l'occasion de l'inauguration de pirogues. Donc on va pouvoir commencer par le premier film réalisé par Christian Kaufmann. Juste pour que vous le sachiez, le film sera en anglais. Et donc il suivra la réalisation de différentes peintures sur différents médiums. Voilà, merci. Juste revenir globalement sur le contexte dans lequel le film a été réalisé. Donc, film réalisé en 1972-1973. Donc, est-ce que juste revenir sur ce contexte au moment de... Je vous laisse. Oui. Merci. Donc, on est allé dans ce village pour la 2e fois. Donc, j'ai déjà fait connaissance des gens, des individus. Pour la première fois, 7 ans avant, j'avais travaillé sur la poterie, aussi avec Yabokoma, qui était le meilleur potier, pour faire les décorations de la poterie cérémonielle. C'était une époque juste avant l'indépendance de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'époque d'une vraie renaissance des arts traditionnels, des métiers traditionnels, en vue d'une éducation des gens dans les villages à revenir, à estimer leurs traditions, parce que
dans la période antérieure, beaucoup d'éducation sur le système colonial de l'administration australienne était pour aller à la modernité, abandonner les traditions, créer une nouvelle société avec des idées européennes ou australiennes dans ce cas. Et donc, depuis 1968, à peu près deuxième parlement déjà formé dans l'idée d'une voie vers l'indépendance, le système d'éducation nationale avait créé des curriculums beaucoup plus orientés vers la tradition. C'était Tom Craig, un Irishman, enseignant, qui a, sous l'initiative de Michael Somare, créé un nouveau programme. Et ce programme, qui était tout à fait dans les idées aussi de Somare, était revitaliser les traditions, respecter le savoir des anciens. Donc tout ça, c'était le contexte au moment où on a fait tourner le film. Yesomari, le deuxième artiste dans le film, était un des premiers hommes Kwoma en 1936 qui a quitté son village, est devenu employé d'une famille, est allé pendant la guerre, il était basé à Port Moresby pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a vécu cette période de transition sévère. Les Japonais étaient installés près du village de Sazaman, donc il est rentré après la guerre et il était de cette génération qui maintenait la tradition en marche, tout à fait en s'orientant aussi vers ce nouveau monde. Et pour ces hommes, pour ces gens-là, c'était une révélation à partir de 68 qu'on allait qu'on revenait vers les traditions. Un petit exemple, Yabokoma en 66, au moment de ma première visite, on avait acheté des sculptures cérémonielles et pour lui, le départ de ces sculptures était la fin d'un monde. Il a dit, ça part, c'est fini, c'est terminé. 6 ans après, 7 ans après, il refait la peinture, il recrée, il veut, avec son camarade, son ami, dans le village, ils vont recréer une maison cérémonielle avec tous les décors et les manifestations artistiques qu'il faut pour décorer la maison. Si vous vous souvenez de l'exposition Rouge Kwoma au musée du Quai Branly, avec Cosby, le jeune artiste, c'est très intéressant parce que lui, il est revenu avec un art graphique sur les anciennes idées. Il a peint en effet les histoires et les images, comme il les interprétait, traditionnelles sur papier. Donc il a refait ce que ces deux hommes ici voulaient encore faire en version traditionnelle, c'est-à-dire les pangals, peinture sur les pangals, peinture sur les sculptures. C'est le contexte de la prise des films. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et on va pouvoir enchaîner sur le deuxième film donc de Milan Stanek, réalisé en 1973, et donc qui va montrer des danses rituelles et notamment le jeu des flûtes et du tambour à fente chez les Yatmoul dans le Sepik. Alors, c'est un film réalisé par M. Schlenker, qui est un professionnel, en collaboration avec Milan Stanek.
Wieland Stanneke fait partie d'une expédition de l'université de Bâle en 1972 à 13, à 14. Et ce film montre l'inauguration de 2 pirogues. Malheureusement, dans le film, on ne peut pas voir très précisément les pirogues, mais on peut les voir. Ce sont des pirogues très longues. Et si ce sont des pirogues importantes, très longues, alors on fait une fête spéciale pour les pirogues. Qu'est-ce qu'on voit en avant dans le film? On voit un homme qui dit quelque chose sur des feuilles. C'est une magie, il parle des paroles magiques sur ces feuilles et il dit des mots pour rassembler les femmes d'autres villages pour venir au village de Palimbay pour venir chez les hommes de Palimbay. La magie, ça commence comme ça. Bon. Ensuite, on voit aussi 2 hommes avec une masque, une chose pour la tête, là, aussi, on dit des paroles magiques. Mais les choses plus importantes dans le film sont spécialement les hommes qui dansent. Les hommes qui dansent avant la maison d'hommes, sur une place très grande avant et derrière d'une maison d'hommes. Et ces places-là sont spécialement pour les danses. En effet, il était interdit pour les femmes d'entrer cette place de danse seulement sur des occasions spéciales comme les fêtes, alors c'était possible, comme on peut voir. Alors les hommes dansent sur cette place, c'est Wampunau, cette place, et les femmes accompagnent les hommes dansant d'une manière très typique. Alors les hommes dansent dans un cercle, une espèce de cercle, et les femmes accompagnent les hommes là. Bon, une autre chose importante pour le film, sont les flûtes, 2 flûtes. C'est toujours 2 flûtes, des flûtes très longues, par les hommes. Seulement les hommes peuvent user ces flûtes. Et normalement, seulement les hommes peuvent voir les flûtes. Pour les femmes, c'est interdit de le voir. Alors ça se passe dans l'intérieur de la maison d'hommes. C'est important pour vous pour comprendre la situation. Les hommes vont dans la place de danse et rentrent dans la maison d'hommes. Dans la maison d'hommes, dans l'intérieur de la maison d'hommes, ce sont les flûtes. Et aussi, normalement, les tambours à fonte. Les 2 tambours à fonte. Là aussi, c'est toujours 2 tambours à fonte, 2 flûtes. Ça correspond à la société qui est divisée d'une forme dualiste. Alors, la société de Jatmul, ou de Palimbay, le village de Palimbay, est divisée en 2 moitiés. Une moitié terre, une moitié soleil. On peut dire aussi quelquefois femme, homme, mais la plupart c'est terre et soleil. Et ça correspond à le dualisme de flûte, au dualisme des tambours à fonte. C'est pour comprendre ça. Bon, quelque autre chose. On peut voir aussi un homme qui fait de la peinture sur la face. Et je pense que c'est intéressant pour
pour comparer avec ceux qu'on peut voir au film de Christian Kaufmann, parce qu'on voit aussi, on commence avec les lignes blanches, on fait les lignes blanches sur la face, et ensuite, en dedans des lignes. Alors, c'est le même système de dessiner une surface, une chose comme pour un dessin. La même méthode. Bon. Des questions? On peut peut-être revenir sur le premier film et notamment les questions de motifs justement et peut-être un peu développer sur le prototype et après comment les artistes vont à partir de ce prototype créer un motif qui est à la fois libre et en même temps déterminé par ce prototype. Peut-être que Christian, vous voulez développer sur ce point? Tu parles de prototype. Je n'ai pas tout à fait compris. Donc, alors, c'est un sujet très compliqué. Parce qu'il y a aussi des opinions différentes. Ross Bowden pense que les motifs sont de propriété intellectuelle des clans, lorsque les experts que vous avez vus dans le film ont dit non, 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 pas du tout, certainement ça, c'est pas vrai. Donc, les motifs, et Douglas Newton en a fait une documentation beaucoup plus riche pour le grand plafond, les peintures des deux commissions qu'il a, les deux jeux de peinture qu'il a commissionnés à Marie White dans la même année que nous étions à Menno Sazaman. Et donc, le deuxième jeu, il a bien documenté aussi le nom des motifs, les interprétations données par les peintres au moment de la peinture. C'est chaque motif est composé de différents éléments. Et l'arrangement qui se crée est l'œuvre même de l'artiste au moment où il crée cet arrangement. Sauf que, en parlant des prototypes, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a des modifications par l'individu. Et au moment où j'étais présent, on a visité aussi avec les mêmes peintres la grande maison installée pour la chambre du conseil régional à Mbunti. Et là, c'était possible à identifier des peintures, des styles individuels d'artistes sur des peintures. Moi, j'ai vu l'œuvre de Yabokoma j'ai pu identifier, et eux, ils ont pu identifier la main d'autres peintres. Donc, même s'il y a un système de prototype, la forme, la réalisation d'une forme individuelle ouvre la porte pour des caractéristiques qui sont les caractéristiques de chaque peintre. Si c'est une réponse. Justement, sur la place de ces artistes, pour revenir, ce ne sont pas seulement des artistes, c'est aussi des personnes politiques importantes qui peuvent commanditer tout un ensemble d'œuvres. Et c'était notamment le cas d'un des artistes dans le film. Peut-être un peu développé sur son importance et sa place dans son village. Oui, dans le village des années 70, il n'y a plus la guerre. Parce qu'un élément traditionnel pour devenir grand homme, c'est aussi de se manifester comme guerrier, comme chasseur et comme guerrier. Donc, comme un homme qui contrôle ses agressions, mais qui peut les vivre aussi. Ça, c'était plus le cas dans la revitalisation des traditions. Donc là, ça comptait du côté
planteur d'igname que le jardin, que les ignames poussent bien. Ça veut dire que l'homme qui est le planteur, qui fait la magie sur les plantes, parle, que ces femmes qui font le nettoyage dans les jardins, dans les plantations, travaillent bien. Donc, si ça pousse bien, la preuve est que l'igname sort bien, qu'il est un bon planteur, qu'il a du pouvoir. Même chose pour les chants, il doit connaître les chants qu'on fait pour les fêtes, il doit connaître les rituels, l'organisation des rituels. Donc pour devenir un grand homme, un homme influentiel, ils doivent se manifester dans plusieurs domaines. Ils essayent à l'époque, ils essayaient tous à se manifester comme des bons potiers, parce que la poterie, c'est l'art la plus individuelle. Là, un potier ne peut faire que son pot et la décoration sur son pot. Tandis que dans la sculpture, il y a différentes mains qui travaillent sur les mêmes pièces. Et sur la peinture également, il y a aussi ce mélange des mains. Pour la poterie, et donc un homme qui veut devenir important, comme jeune Seimez à l'époque, il a aussi se manifesté dans le village en présentant de la poterie bien faite, bien décorée. Donc, ça, c'est les éléments qui aident un homme à devenir un grand homme, un homme important. Et s'il est aussi, son mari était le louaï, donc il était chef du village, sélectionné par l'administration coloniale. Donc ça aussi à ajouter. Mais Yabokoma, par contre, n'a jamais joué un rôle dans ce monde administration, chef de village. Son importance était ce qu'il gérait, comme en mythologie, en art, en plantation. Merci. C'est aussi pour les hommes. Vous avez vu les deux hommes aux flûtes. Là aussi, les deux hommes sont des grands hommes. Pas pour les tambours. Pour les tambours, il y avait des autres hommes, pas aussi importants. Mais pour les flûtes, parce que pour savoir faire le son de flûte, c'est très difficile. C'est très difficile. Et seulement peu des hommes d'un village, on peut faire ça. Pas tous. C'est important. Parce qu'il faut jouer les deux flûtes. Vous l'avez vu, le film le montre très bien. La mélodie se crée dans le jeu coordonné des deux flûtes. Ce n'est pas chacun qui joue sa flûte. C'est chacun qui joue sur sa flûte une partie de la mélodie. Oui. Et les flûtes, les flûtes sont une flûte un peu plus longue que l'autre. Alors, le bas son est différent, mais le changement de son, on fait seulement par la bouche. Seulement par la bouche. On peut, semblable avec la flûte traverse, on peut faire ça aussi avec notre flûte traverse. On peut faire des octaves, par exemple. Pas beaucoup, on fait ça pas beaucoup. Mais au CEPIC, on fait ça toujours. On change la mélodie avec la bouche et pas avec la main. L'autre point qui me paraissait intéressant, à la vue des deux films, c'est l'importance de l'espace et l'importance du mouvement, du son pour comprendre les arts du CEPIC, et notamment les collections des musées, puisque vous avez collecté donc, pour les musées en 1972-73, c'est l'importance de voir ces objets qui sont maintenant dans les collections tels qu'ils sont portés et qui sont en mouvement. Là, c'est un film, donc on n'a pas les odeurs, mais il y avait aussi l'importance de tous ces éléments à prendre en compte pour vraiment comprendre l'objet dans son contexte.
Est-ce que vous avez d'autres expériences personnelles? Je sais que vous avez aussi collecté dans le CEPIC d'autres expériences de ce type. Peut-être pour des objets, oui. Bon, dans le film, on peut voir pas beaucoup d'objets, mais on peut voir aussi des objets qui ne sont pas dans les musées, par exemple. Par exemple, les feuilles pour la magie ne sont pas dans les musées, mais c'est très important. Alors, il y a toujours des objets, aussi maintenant encore dans les villages, qui ne sont pas dans le musée, parce qu'ils sont des objets pas d'art. Ils ne sont pas très importants pour les collectionneurs. Ils n'ont pas une décoration, mais pour les villages, ils sont très importants. Alors, il faut savoir ça. Si on parle maintenant, aujourd'hui, sur restitution des objets rituels, une chose comme ça, la plupart sont des objets d'art. Mais dans le film, vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup d'objets d'art. Seulement, les tambours à fond avaient une décoration, puis la décoration des hommes. Bon. Mais ça aussi, la décoration d'ici des hommes ne sont pas dans un musée, jamais. Non? Seulement les casoirs. Oui, justement, je voulais dire au casoir, vous avez vu les casques, ça c'est les plumes de casoirie, avec les décors, avec des petites plumes blanches. Donc ça c'est une référence aux organisateurs de la soirée aujourd'hui. Est-ce que ça existe dans le musée? Est-ce que tu les as rapportés, ces casques Des casoirs? Oui. J'ai ramené les opossums de chasse comme ça. Mais les casoirs, tu ne les as pas? Je sais, je ne me rappelle plus. Bon. Mais il y a dans les musées les casoirs. Il y a. Pas peu. Pas beaucoup. Bon, la question était de les collectionneurs. Bon, il y a en 1972, il n'y avait pas beaucoup d'objets d'art dans les villages. Il y avait des flûtes, il y avait des tambours en fonte, encore les grands tambours en fonte, trop grands pour les collectionneurs, alors ils sont restés là. Il y avait encore les mésodomes, plus petites, pas aussi larges qu'on passait. Il y avait les instruments de musique, les décorations. Il y avait, pour les femmes, il y avait encore les jupes. On a toujours fait, les femmes, on a toujours produit les jupes traditionnelles, mais pas dans la manière très individuelle, parce que dans les musées, il y a des jupes avec des motifs qui n'existent plus. Et aussi, par exemple, le bilum, les sacs, oui, les sacs des femmes que vous avez vus en derrière des femmes, il y avait des motifs au passé, mais ils n'existent plus. Il était très difficile à demander, d'avoir des informations sur ces choses des femmes. C'était très difficile, pas possible. Alors ça a changé beaucoup. Mais il y a encore des jupes, il y a encore des sacs, ça encore, mais d'une manière plus simple. D'une manière plus simple, mais ils sont encore là. Et d'autres éléments de modernité, entre guillemets, dans le deuxième film, c'est notamment le port d'un soutien-gorge ou le port d'un sac par les femmes. C'était justement quelles étaient vos observations lors de vos terrains dans les années 70 d'inclusion d'éléments modernes dans les costumes? Il y a beaucoup d'objets. Vous avez vu les femmes avec le bras? Il a beaucoup de choses qui ont changé. Choses pour faire la cuisine,
il y a beaucoup de choses qui ont changé, des objets. Et c'était aussi accepté dans un contexte cérémoniel, il n'y avait aucun souci à voir les femmes porter des vêtements européens lorsqu'elles dansaient avec les hommes. J'ai pas compris. Les hommes ne reprochaient pas aux femmes de porter des vêtements européens? Non. Non. Non, pas du tout. Non. Comment? Non, ils n'oseraient pas. Non, non, les femmes sont très, on y admire, les femmes sont très fortes, ils ont leur monde. Le monde des femmes, il est très fort. Le monde des hommes est là, et le monde des femmes est là. On a vu les danses entre hommes et femmes, c'était très beau dans les films, je pense. Le mouvement des femmes, c'est toujours le même mouvement avec les jambes. C'est très beau. On danse ça une nuit, hein? Pas seulement 1 heure. Pendant complètement une nuit, on danse là, toujours mouvement avec les filles et aussi les hommes. Une nuit. Et c'est très mouvant, c'est une émotion très, très forte là, avec ce mouvement et avec la musique. Et aussi le public, on a vu dans les films, toujours il y a un public, hein, c'est comme dans un théâtre, hein, comme ici. Juste aussi pour... juste une anecdote, un jour j'étais en train de parler avec des jeunes garçons et je crois que c'est le jour où j'ai le plus regretté sur le terrain de ne pas avoir mon enregistreur avec moi. Parce que justement sur le son des jupes des femmes, ils ont commencé un grand discours et comme quoi il fallait être très très attentif au son des jupes des femmes. Parce qu'elle disait des choses à travers le bruit des jupes, la manière dont elle bougeait, elle disait des choses. Et ils ont commencé à m'expliquer en imitant les sons des jupes avec la bouche. C'est là où j'ai regretté de ne pas avoir mon enregistreur à côté de moi, mais c'est des moments où tu fais de l'anthropologie et tu rates quelque chose et c'est fini, tu ne l'auras plus jamais, tu sais que tu ne l'auras plus jamais, parce que tu ne peux pas leur demander de refaire. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il y avait justement... par le bruit, le contact entre le monde des femmes et le monde des hommes. C'est-à-dire que ça ne passe pas par le regard, ça ne passait pas par la communication normale, où les gens se rencontrent, etc., mais ça passait par le bruit des jupes. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est que ça venait des femmes. Parce que je leur ai dit, mais vous envoyez des signaux comme ça aussi? Vous avez des trucs pour envoyer des signaux? Ah non, nous, non, on ne fait pas. Oui, je vois aussi le bruit, le son de la danse. C'est très important. Oui. Par exemple, la décoration des coquillages. Les coquillages, dans le mouvement d'un corps, le coquillage fait un son. Alors par exemple, on a un nom pour ce son, Changlenalan. C'est un nom pour une petite femme, ou pour une femme, Changlenalan. C'est le son de coquillage. Alors, on a une chose d'accepter le son des choses. C'est très important, je pense. Ça, justement, aussi, c'est une dimension esthétique qu'on a du mal à faire passer. Parce qu'on n'a en général pas trop d'enregistrements. Et puis que ce sont des choses d'une espèce de subtilité absolument incroyable, quoi, de faire passer la différence des sons, c'est pas du tout évident à faire comprendre. Et le rôle des sons dans les cérémonies, c'est pas non plus évident à faire comprendre. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose aussi, comme disait
Marcus tout à l'heure, c'est la durée de ces cérémonies. C'est extraordinaire. Ça peut durer. Par exemple, j'ai jamais vu, mais j'ai jamais entendu. Hein, ça s'est jamais passé comme ça. Mais les gens disaient que quand les flûtes venaient dans le village, là où j'ai travaillé, les flûtes pouvaient s'installer pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça n'arrêtait pas jour et nuit. Alors, avoir le même son tout le temps, 3 semaines, jour et nuit, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça donne psychologiquement. Enfin, c'est un truc ça a un point, ça a une présence, et c'est vraiment la présence c'est vraiment la présence le son, c'est les ancêtres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont là, ils vous parlent, ils vous disent des choses, ils vous racontent des choses, et chaque morceau de musique, effectivement, fait référence à un moment donné dans le mythe. Dans les mythes, chaque morceau de musique fait référence à un moment mythique. C'est-à-dire qu'on rejoue les grands cycles mythiques aussi par le son. Et ça aussi, c'est très difficile à comprendre. On ne peut pas collecter ce genre de choses. C'est vraiment de l'expérience. Alors, et même par le film, en fait, il faudrait vous enfermer ici pendant 3 semaines avec le même son de musique pour que vous commenciez à comprendre un peu ce que ça veut dire, quoi. C'est, hein 3 fois. Il y avait, par exemple, une chose, peut-être vous n'avez pas vu. Micro. Pas vu. Une petite chose dans le film. Les femmes qui dansent avec les bagailles. Baguettes. Et avec les baguettes des hommes, pas des femmes. Oui, alors ils dansent comme les hommes. Alors c'est une chose, comme on dit en Jatmul, en moyen sépique, c'est une espèce de naven. Parce que les femmes imitent les hommes. Ils prennent le rôle des hommes. Et ils sont élevés avec les bagailles comme ça. Parce que normalement, les femmes, s'ils sont dans la pirogue, ils ne sont pas comme ça. Ils sont toujours comme ça avec une autre bagaille. Comme ça. Assis. Et là, c'est une chose très spéciale parce que c'était une naven pour une pirogue, une nouvelle pirogue. Alors, c'est très court dans le film, mais peut-être vous avez vu ça. On va peut-être passer aux questions dans la salle, s'il y en a si vous avez des questions. Oui. Merci pour cet accueil et pour ce début ce début pour Chaos War, c'est super. Donc j'avais quelques questions. Alors, pour Monsieur Kaufmann, en fait, je me suis demandé, parce qu'on entend donc du coup une description en anglais dans le film, mais pourquoi vous n'avez pas intégré le son vous avez pu peut-être enregistrer sur place. Est-ce que c'était juste pour... Oui. On n'avait pas de matériel sophistiqué, parce que mon collègue du musée est parti à Bali en même temps, avec tout le bon équipement, enregistrement coordonné, et moi je suis resté avec... Et comme je n'étais pas un professionnel, lui, il avait un caméraman professionnel du musée. Moi, je n'étais pas professionnel. Donc, c'était simplement enregistré avec 2 caméras de film, au moins déjà ça, le travail des artistes. Donc, c'était dès le début raté. Et une autre question, là, c'est plus global, mais c'est des questions qu'on rencontre aujourd'hui sur le terrain, des questions plutôt éthiques. Mais pour le deuxième film, alors vous du coup, c'est pas vous qui l'avez réalisé, mais je me demandais dans quelle mesure en fait vous faites visionner les films aux personnes auprès desquelles vous avez enquêté,
Et notamment, en fait, la question que je me posais, c'était par rapport... vous disiez que les femmes ne voyaient pas les flûtes au moment de la cérémonie. Et en fait, ça m'a fait penser à une autre anecdote. Moi, je ne travaille pas du tout en Océanie, je suis plutôt en Asie. Sabine Trébin-Jacques, au laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, nous avait raconté qu'elle avait pu un jour enregistrer des femmes chanter, des femmes ouïghours en Chine, qui chantaient, et nous disait qu'en fait les hommes n'avaient pas le droit d'entendre ces sons, et qu'elle avait accepté, ces femmes avaient accepté que Sabine Trébin-Jacques enregistre ces sons à la seule condition qu'elle ne diffuse jamais ces sons auprès des hommes. Et là je me demandais en fait, nous, en tant que femmes, on a pu regarder du coup ces hommes jouer des flûtes cérémonielles, et est-ce que ça pose pas problème? Est-ce que, il y a déjà eu des débats avec des personnes sur le terrain ou pas? Est-ce que voilà, c'était juste une question que je me posais ici. Alors, le deuxième film a été pris par un cinéaste, Hermann Schlenker, libre. Il n'était pas lié à un musée ou à un professionnel. Donc, c'était un producteur de films et il est rentré avec ce matériel. J'étais à Göttingen au moment où à l'Institut du film à Göttingen, au moment où le matériel est arrivé, on visionnait, et on disait, mais il y a des prises de vue exceptionnelles, il faut les garder documentées. On ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on peut rentrer avec les films sur le terrain à ce moment? Par contre, avec les films que moi j'ai tournés, y compris des cérémonies aussi un peu à part, je suis rentré avec les films sur le terrain 10 ans plus tard. Et ce qui était étonnant, parce que même un des hommes filmés était décédé entre-temps, aucun problème. Donc ils adoraient que son travail, même la partie secrète de planteur, était bien documentée et que les femmes présentes avaient droit de voir le film. Pour une réponse à... Donc, il y avait un autre passage qu'on disait que ça ne devrait jamais aller plus loin que l'université de Port-Moresby. Bon, on ne l'a pas pu contrôler et je pense aujourd'hui les choses sont complètement différentes avec l'accès à l'Internet. Mais le problème reste, et c'est un problème éthique. Bon. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Alors moi j'en ai une. Ah, pardon. Peut-être je peux dire quelque chose sur le problème des flûtes. Une fois j'étais là au Vévac, c'est pas dans le village, mais dans Vévac, c'est à la côte de la Nouvelle-Guinée, une cité assez large maintenant. Et là, il y avait les gens de Palimbay, de Sepik aussi, dans les petites maisons là, aussi dans la place de Vévac. Et j'ai fait un inventaire de ces maisons-là. Et j'ai vu là des flûtes. Et j'ai demandé à la femme là, mais elle m'a montré les flûtes dans cette maison. Ah, vous avez des flûtes ici? Ah oui, oui. Mais ce n'est pas dans le village. Nous ne sommes pas maintenant dans le village. Alors, je peux vous montrer les flûtes. Hein? Alors, on peut voir, ça dépend de l'occasion, des circonstances. Par exemple, moi, quand j'ai collectionné des flûtes, pour moi, personnellement, pour moi, et c'était difficile à les transporter dans le village. Alors, il faut envelopper avec des feuilles pour pas faire les voir aux femmes. Alors c'est très rigide là. Mais au dehors du village, c'est différent, parce qu'il y a des choses différentes là. Alors ça dépend toujours des circonstances, je pense. Les flûtes ne sont pas dans certains groupes, là où j'ai travaillé par exemple, la flûte, ce n'est pas l'objet le plus important. Il y a d'autres objets qui sont, eux, alors jamais montrés, hein, pour le coup. Non, des rhombes. Les rhombes. Ouais, les rhombes, et par exemple, ça c'était quelque chose qui était
vraiment complètement caché. Enfin, je veux dire, c'était un truc qui ne jouait que de façon exceptionnelle. Donc là aussi, il y a une gradation dans les objets entre ce qu'on peut montrer, et ce que les gens peuvent voir, et ce que les gens peuvent jamais, une certaine catégorie, pas seulement les femmes, les non-initiés aussi ne peuvent pas voir. Hein. C'est donc toujours très, très compliqué ce genre de questions, parce que il n'y a jamais une loi, et puis comme en Nouvelle-Guinée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut jamais faire une loi globale pour tous les gens. Tout est possible en Nouvelle-Guinée et toutes les formules sont possibles. Mais il y a et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a presque pas de rhombe du CEPIC qui soit arrivé dans les collections. Je pense je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais j'ai dit qu'il y a presque pas de rhombe qui sont arrivés dans les collections. Il y a des objets très importants, les plus importants qui sont jamais dans ce musée. Je pense. Jamais. Jamais arrivé au musée. Il y avait aussi, alors là on est dans un autre domaine, il y avait les pierres qui sont dans le CEPIC, comme vous êtes dans un marais, il y a très peu de pierres, sauf dans certains lieux très précis, autour de Haïbom, les collines, etc., puis un peu plus bas sur Marienberg et tout, vous trouvez des pierres. Mais les villages qui sont dans le marais, eux, ils ont presque pas de pierres. Hein. À chaque fois qu'ils ont une pierre, il faut qu'ils les importent de quelque part. Et ces pierres là où par exemple je travaillais, c'est des choses qui étaient très que seul un homme dans le village avait le droit de voir. Un homme. Point barre. Ok. Et quand il y en avait plusieurs c'est lui qui avait la main sur toutes les pierres dans toutes les maisons des hommes. Et quand moi elles n'existaient plus quand je suis venu, quand je suis arrivé, par exemple, dans les années 80, tout simplement parce que ces pierres sont tellement puissantes qu'elles avaient la réputation aussi d'être dangereuses, tellement puissantes qu'elles sont dangereuses pour les gens. Il y a un problème de contrôle de la dangerosité des pierres. Et donc les gens avaient décidé de les donner aux missionnaires. C'est un truc tout à fait intéressant parce qu'on dit en général que n'est-ce pas, ce sont les missionnaires qui ont pris les choses. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est les gens aussi qui ont compris que les missionnaires, c'était des gens extérieurs, qui étaient des gens puissants. Ils avaient une puissance. Ils avaient une puissance qu'ils pouvaient montrer dans le matériel qu'ils apportaient avec eux, parce que c'était un matériel que les gens n'avaient jamais vu. Les moteurs de pirogue, un certain nombre de... Puis ils apportaient des rituels aussi que les gens n'avaient jamais vus. Enfin, c'est la messe, etc., etc. Et donc, c'était des gens excessivement puissants qui venaient d'un lieu bizarre et que leur puissance pouvait contrôler effectivement les pierres. Hein. Et alors, ils sont partis avec les pierres à Marienberg et puis les gens dans le village étaient absolument furieux parce que les missionnaires ont vendu les pierres aux gens qui passaient là pour collecter. Ce qui pose tout le problème du marché. Hein. Mais ça, il y a d'autres gens qui viendront en parler mieux que moi. Alors, moi, j'avais une question pour vous trois, en fait. Dans quel contexte, est-ce que vous partiez pour réaliser ces films? Est-ce que c'était des choses que vous aviez prévues avant de partir sur le terrain? Dans quel but est-ce que vous les faisiez? Pour qui? Et Philippe Pelletier, est-ce que vous aussi, vous avez réalisé des films? Non, moi, j'ai pas réalisé de film. Parce que c'était pire que Christian, déjà. J'ai toujours été très admiratif dans l'expédition de Bâle. Pour revenir sur l'histoire, dans les années 70, quand ils partent tous avec le voyage organisé par Maynard Schuster et Christian était dans l'histoire aussi. Et une des personnes qui était dans cette expédition l'autre jour m'a dit ce que Maynard insistait beaucoup, c'est d'avoir du matériel.
vous êtes partis avec des appareils photo, vous êtes partis avec des enregistreurs, vous êtes partis avec des caméras, vous avez des gens spécialisés qui sont venus pour tourner des films, etc. etc. Bon. Mais ça, c'est un truc qu'on n'avait pas en France. Le musée de l'Homme était relativement pauvre, et puis moi je suis parti avec le CNRS. Le CNRS m'a joyeusement donné 10 000 francs pour un an de terrain. 10 000 francs, débrouille-toi. D'accord ? Donc c'était hors de question que moi je parte avec une caméra, du film, etc., etc. Et puis il y a un autre truc qui est aussi, il y a une autre dimension qui est aussi tout à fait extraordinaire. Même si j'avais eu une caméra, je ne sais pas ce que j'aurais filmé. Parce que en fait, ici, il y avait les gens, contrairement à ce que eux ont vu sur le moyen sépique, hein, quand vous y êtes allé dans les années 60 et 70, il y avait encore, et chez les Yatmoul, il y avait encore énormément de cérémonies. Moi, je n'en ai vu qu'une. Une seule. Les 2 ans et demi que j'ai passé sur le terrain autrement, je n'ai pas vu de cérémonie. Okay ? Et là, ça pose la question, même si tu as une caméra, qu'est-ce que tu filmes ? Au retour de terrain, j'ai vu un film qui avait été tourné par les Banks, par un cinéaste dont j'ai oublié le nom maintenant parce que j'ai plus un nom dans le crâne, mais qui était un cinéaste autrichien, qui est un film absolument magnifique, mais absolument somptueux. C'est l'un des plus beaux films ethnographiques que j'ai jamais vu de ma vie. C'est tourné dans une petite île qui s'appelle Ure Parapara. Et pourquoi ? Parce qu'il filme la vie des gens de tous les jours. Et puis il y a des moments, par exemple, il y a des moments de plans très très beaux où il est en train de filmer une femme en train de faire quelque chose, et puis tout d'un coup le garçon qui est derrière la caméra s'aperçoit, le réalisateur s'aperçoit qu'il y a des jeux, des enfants qui jouent un peu plus loin. Et la caméra, il y a un zoom, ça se déplace, il y a un zoom et on va suivre les jeux d'enfants. Il y a des mouvements comme ça qui sont extraordinaires sur le regard. Qu'est-ce qui happe le regard ? Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain et qu'est-ce qu'on ne voit pas sur le terrain ? Tout à l'heure, c'était tout à fait intéressant, comme Marcus vous a dit. Est-ce que vous avez vu les femmes danser avec des pagaies ? Je suis sûr qu'il y a ici, on va pas faire de statistiques, hein, c'est pas ce problème, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait des femmes qui dansaient avec des pagaies derrière, et que c'était ça qui était important dans ce moment-là, dans ce moment. Okay. Alors on peut regretter que Schinkel n'ait pas tout d'un coup zoomé sur les femmes qui font les pagaies, mais vous voyez, c'est la complexité même du cinéma ethnographique. Qu'est-ce qu'on filme, mais ce qui révèle aussi, et il révèle une partie, je pense, du travail d'anthropologie. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'est-ce qui est signifiant et qu'est-ce qui n'est pas signifiant ? Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens ? Répondre à votre question, il y avait 2 expéditions avant la nôtre qui étaient des collectes et vite, et donc mon ancien professeur Alfred Bühler a dit il faut réinstaller une recherche sur place, et avec les photos de la collecte que moi j'ai fait, il faut que vous y ayez et que vous y soyez présent et demander ce que la signification, la façon de produire, etc., etc. Premier terrain, j'ai fait un film en noir et blanc sur la poterie d'un village tout à fait différent, aussi dans la région du Sépic, et c'était une réussite comme film. Donc, voir 3 personnes qui fabriquent de poterie traditionnelle avec cet aspect artistique qu'il y avait dedans. Donc, je me suis dit, pour la deuxième exposition, celle de 72-13, je vais me concentrer sur les matières, sur les procédures artistiques de production. Pas uniquement artistiques, parce qu'on a filmé tout
le cycle de défrichage, de plantation et récolte des ignames, etc., et du sagoutier. Donc, c'était les haies, on a fait le premier film vraiment qui va du bout à la fin de fabrication d'un sac à mailles. Parce qu'en général, on voit dans les films les femmes qui roulent et puis après c'est terminé, on voit, parce que le mouvement, alors justement sur ce qu'on ne voit pas, si on regarde la femme faisant son sac en maille, ça va, et on ne voit pas ce que font les doigts. Avec le film, on peut faire l'analyse et c'est un mouvement aussi automatisé dans le corps de la femme. Elle ne doit même pas regarder pour faire des mailles toujours de la même dimension, toujours dans la même façon, de bonne façon, et avec des décors encore. Donc voilà la réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi? Pour montrer ça au public du musée à Bâle. Réponse simple. Et puis, on avait à l'époque le bonheur de trouver un journaliste de la TV suisse qui utilisait des films aussi pour créer des émissions sur la télévision à l'époque. Bon. Oui, vous regardez. Non. Merci à vous trois pour cette séance. Et la prochaine séance de la résidence aura lieu mardi à 17h30. Voilà. Mardi prochain. Merci beaucoup.